Merci Thibault. Je ne sais pas si je dois avancer ça. Effectivement, il y a toute une équipe là, qui travaille à construire une cartographie, en fait, et un suivi de différents types de discours sur la liberté académique que je vais essayer de présenter rapidement. Mais d'abord, je vais présenter un peu dans les grandes lignes en 3 minutes, en 3 secondes, les encadrements au sujet de la liberté académique au Québec et au Canada, là, globalement. Les éléments de contexte, c'est-à-dire comment on peut comment on peut resituer socio-historiquement le début du dénigrement des questions scientifiques dans les débats publics. Qui se sont entremêlés. Donc, il y a plusieurs polémiques, en fait, qui donnaient déjà des signes au Québec et au Canada, mais surtout au Québec. Je vais faire un portrait de ça, qui déjà donnait des signes de cette attaque constante contre les wokistes et etc., les scientifiques en général. Donc, il y a eu des amalgames qui se sont construites au fur et à mesure des débats et qui ont mis à mal la liberté académique et la science. Et on est en construction d'une cartographie interactive sur les discours en plusieurs volets que je vais vous présenter rapidement. Ça va vous donner aussi une idée de les travaux que mène le côté québécois de la chaire sur l'axe 3, dans l'axe 3 sur la liberté académique, en dressant donc rapidement un portrait des différentes affaires. Voilà, donc, en ce qui concerne les encadrements, excusez-moi, internationaux, d'abord les encadrements au Canada, on peut dire que le Canada, la liberté académique est protégée de différentes façons très, très rapidement. D'abord par des engagements internationaux que le Canada s'est engagé à respecter, donc le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, l'article 13, l'article 15, le Pacte international des droits civils et politique, article 19, la recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur en 97, l'observatoire numéro 13 du Conseil économique et social, etc., qui finalement donne des balises aussi aux États qui sont signataires. Et contrairement à l'Allemagne, par exemple, cette question de la liberté scientifique ou académique n'est pas inscrite dans la Constitution, mais sa dimension expressive, elle est protégée en vertu de l'article 2 de la Charte canadienne des droits dans la Constitution canadienne, qui est inscrite, qui est enchâssée dans la Constitution, donc au nom de la liberté d'expression. Donc, c'est en vertu de la liberté d'expression que la liberté académique est constitutionnalisée, disons, protégée constitutionnellement. Évidemment, il y a des chartes des universités dans lesquelles la liberté académique apparaît et donc il y a des lois constitutives de chacune des universités. Donc, il faut tenir compte aussi, qui relève du bon vouloir du politique, par contre. Et donc, si on a un régime autoritaire qui apparaît au Québec comme on le voit aux États-Unis, on n'est pas protégé essentiellement, les universités ne sont pas protégées de façon absolue par ces lois. Et on l'a mentionné tout à l'heure, la loi 32 sur la liberté académique au Québec, qui a amené la production dans chacune des universités d'une politique institutionnelle et de comités qui vont analyser des plaintes, par exemple, en vertu de la liberté académique. Mais bien sûr, il y a des conventions collectives des syndicats qui mènent à des griefs et donc au droit du travail, etc. Donc, je voulais juste placer un peu le cadre québécois et peut-être avancer un peu plus sur la question de la... Bon, je sais plus où je suis rendue, mais du faisceau de conditions qu'on a rencontré un peu partout, qui a eu des impacts planétaires, en fait, qui sont interdépendantes, mais qui sous-tendent finalement les débats publics et les attaques envers la liberté académique dans différentes universités. Je pense par exemple aux attentats du 11 septembre 2001 et de tous les attentats qui ont suivi et qui ont beaucoup clivé les populations autour de l'islam et de la montée du complotisme à travers ça. Et donc, bon, c'est un élément qui a fait partie des débats publics sur les enjeux de signes religieux, de laïcité, etc., mais qui comportait déjà en latence des attaques, disons, de type populiste envers les chercheurs et les woke. La montée du national-populisme, donc du conservatisme et des enjeux identitaires de l'extrême droite dans plusieurs pays. À travers ces débats, donc, il s'est joué une guerre culturelle, pas juste aux États-Unis, mais qui s'est consolidée
d'une certaine façon autour de la critique des woke et tout ça dans plusieurs pays. Il y a des enjeux économiques aussi, la crise économique de 2008, mais aussi l'extension des réseaux sociaux, des technologies numériques qui sont peu régulées, les géants du web, les risques que ça entraîne en termes de contrôle de systèmes d'information, les dérives par le privé, on le voit aux États-Unis en ce moment, et évidemment l'effet Trump en 2016, qui non seulement porte atteinte à l'état de droit aux médias, etc. en ce moment, mais plus davantage aujourd'hui, mais on a vu un déplacement de la norme d'acceptabilité sociale dans les discours offensants qui ont eu des effets de légitimation, puisque quand les politiciens se mettent à discourir de telle façon, bien, il y a des gens qui se permettent par la suite dans la société. Donc, ça a des effets de légitimation de certains discours. Et donc, on a vu une érosion d'une frontière claire entre ce qu'on peut considérer comme des discours marginaux, des discours haineux et des discours dominants qui se sont aussi, qu'on a vu apparaître aussi dans les médias, autant les médias traditionnels que sociaux, par des différents procédés techniques dans la production de crises, de panique morale. Et donc, plusieurs affaires ou polémiques ont été déclenchées, notamment par des procédés d'agenda setting, hein, de mise à la une répétitive, de cadrage particulier. Et on a vu, dans les dernières années, c'est mesurable, on a vu une extension de l'opinion dans les médias mainstream comme dans les médias sociaux, donc une multiplication des chroniqueurs, des influenceurs sur le web, les voix des experts qui se mélangent aux voix des profanes, souvent amalgamées comme si c'était des opinions de monsieur, madame, tout le monde. Donc tout le monde se prononce sur tout, ce qui augmente évidemment les risques de rumeurs et de théories du complot, mais aussi de tribunal populaire auxquels les scientifiques sont aussi confrontés, et à la cyberintimidation, la désinformation, etc., qui sont considérés comme les plus grands risques pour la démocratie et l'humanité selon le Forum économique mondial, donc mésinformation et désinformation. Ces chambres d'écho, ces communautés virtuelles filtrent et cadrent les informations, donc plein d'informations fausses circulent et sont diffusées plus largement et plus vite que par les algorithmes en particulier, ce qui hameçonne notre attention davantage. Donc, on a des comptes faux qui vont diffuser de la désinformation pour des intérêts politiques, économiques, idéologiques, et qui occupent l'espace par des stratégies de vente et de propagande. Les usines à trolls fonctionnent à plein sur les médias sociaux. Et ça, c'est des effets ou des menaces, si on veut, à la liberté académique, mais aussi à la science et à la vérité scientifique, ou vérité scientifique, disons, qui sont plus difficiles à contrôler, je dirais, et qui sont moins anecdotiques, mais qui sont des processus de fond. Dans les médias traditionnels aussi, on a vu une normalisation des discours populistes, quand on dit, et qui ont été beaucoup instrumentalisés par les politiciens dans les dernières années à travers les différentes polémiques publiques. Ce discours populiste se distingue et se caractérise, comme on le sait, par quelques éléments fondamentaux: la distance entre le peuple et le pouvoir, le ressentiment, le rejet des éléments jugés hétérogènes, la mythification du passé et de l'identité nationale. Donc, ces effets, ce populisme a des effets grossissants, évidemment, dans les médias, crée une sorte crée qui montent en épingle certaines affaires comme problèmes de société pour créer des situations de panique morale, pour reprendre le terme de Stanley Cohen de 72, qui deviennent un gros problème de société. Et on l'a vu notamment avec la crise des accommodements que j'ai documentée pour la commission Bouchard-Taylor, dont vous avez probablement entendu parler, et qui est le premier moment, je dirais, au Québec, qui a commencé à construire finalement un discours qu'on pourrait appeler anti-woke, associant notamment les universitaires aux militants et à la gauche militante, et qui va prendre de l'ampleur par la suite. Ces débats, donc, vont se caractériser aussi par les discours populistes, notamment de chroniqueurs, de politiciens qui instrumentalisent les situations, par une inversion, et on l'a vu, je n'entre pas dans les détails, mais on l'a vu, la DQ, par exemple, qui était l'Action démocratique du Québec, qui est devenue la CAQ aujourd'hui, qui est le parti qui a pris le pouvoir et qui forme le gouvernement actuellement,
se sont amusés ou en fait dans les débats à construire ce que Mathieu Bocoté appelle l'élite diversitaire. Alors cette élite diversitaire, c'est un terme qui a précédé celui du woke et du wokisme, du moins dans l'espace québécois et canadien, puisque le terme existait un petit peu auparavant aux États-Unis. Mais c'est le début, si on veut, de l'inversion du sens dans les médias et dans les débats publics, la manipulation du langage, le fait de blâmer constamment la victime par des discours eux-mêmes victimaires constamment, et donc en usant de tout ce que le racisme anti-blanc, le grand dérangement, le grand remplacement, etc., ce sont des discours qui finalement s'en prennent aux minorités, qui seraient envahissantes et puis braillardes et qui demanderaient des accommodements constamment, etc. Et c'est à cette époque-là qu'on a commencé à voir donc le fait de discréditer la science comme militante, comme political correct, comme au nom des valeurs justement de liberté d'expression et d'égalité homme-femme par exemple, et bon d'autres valeurs qui sont plus ou moins inversées là. Donc dans la commission Bouchard-Taylor, évidemment, il y a une couverture de la crise et on m'avait mandaté par la commission de faire une analyse de la couverture médiatique, autant l'agenda setting que les discours d'opinion. Et ce qu'on a vu, c'est vraiment la mise à la une de faits divers anecdotiques qui étaient confondus avec de réels accommodements raisonnables, qui est un concept juridique au Canada et qui a été érigé en problème national par un effet tsunamique des médias, mais aussi par une diabolisation constante des minorités religieuses auxquels les professeurs ou les chercheurs inclusifs étaient associés parce qu'ils défendaient le concept d'accommodement raisonnable, par exemple. Donc, on a vu une ouverture au discours populiste, au discours raciste, et une banalisation, une instrumentalisation qui a commencé à cette époque-là. Par la suite, on a eu aussi on a un livre qui va sortir là-dessus, un projet qui documentait d'autres polémiques, l'attentat, d'autres événements et polémiques, notamment les discours de 4 types d'acteurs, si on veut, discours journalistiques et d'opinion, puisque les journalistes factuels n'ont pas nécessairement la même liberté de cadrer les choses, et dans la presse écrite, les groupes populistes identitaires sur les médias sociaux et des groupes de citoyens ordinaires. Et déjà, on a vu à cette époque-là, en analysant en particulier les discours sur la commission qui était demandée sur le racisme systémique et la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, on a vu en particulier apparaître le mot woke, et je vais vous montrer des graphiques là, quand est-ce que ça apparaît apparaît ça apparaît en 2016 en fait, le mot woke dans la presse écrite québécoise. Bon, en tout cas, je vais revenir plus tard. Mais donc, dans la question du racisme systémique, on a vu en croisant des discours que la construction de la frontière antagonique forte entre le nous, le peuple, la nation, dans le discours de nombreux chroniqueurs, notamment au Journal de Montréal, était définie par cette espèce de triade des élites diversitaires qui amalgamaient de façon improbable, finalement, des ennemis de l'ultranationalisme au Québec, donc les libéraux fédéralistes multiculturalistes, la gauche radicale qui était confondue avec les militants et qui confondaient les universitaires ensemble, les islamistes et les minorités qui revendiquent des droits, mais qui subissent donc des injustices épistémiques qui ne sont dans l'espace public, donc qui sont réduites de plus en plus au silence parce qu'elles ne sont ni crues ni entendues. Donc cet ensemble d'événements, la fameuse triade a créé finalement, ce fameux est devenu le concept de multiculturalisme au fur et à mesure. Il y a plusieurs événements qui ont suivi Black Lives Matter, Just et Chacuan. Bon, j'évite les détails, mais il y a un événement aussi qui est apparu, c'est le fameux mot en haine, notamment associé à 3 événements qui réfèrent à ce livre-là de Pierre Vallière, qui est un classique un peu du mouvement ultranationaliste, du mouvement nationaliste québécois, en fait, de l'époque du Front de libération du Québec, et qui était finalement un livre marxiste
qui proposait une guerre de libération nationale et une révolution socialiste amalgamée et qui visait finalement à inverser le stigmate du discours colonial de l'oppresseur anglophone contre le groupe minoré francophone, qui était une oppression à la fois matérielle et idéale, puisqu'il y avait une logique de classe et une logique ethnique finalement qui se mélangeaient, et qui associait donc dans ce livre mouvement d'émancipation des Noirs aux États-Unis et les autres luttes sociales des minorités qui ont été colonisées, notamment les Québécois francophones du Canada, dans un même combat socialiste. Et il faut se dire aussi qu'il y a un autre texte qui est très célèbre de cette époque, c'est le fameux Speak White, donc qui était une insulte adressée aux francophones par les colonisateurs anglophones et qui a été repris dans les années 60. Donc, cette fameuse polémique sur le mot en haine à l'Université d'Ottawa a suscité un émoi au Québec. Je n'y reviendrai pas, j'ai pas beaucoup de temps, mais a fait en sorte que tout le monde s'est mobilisé au Québec dans une espèce d'unanimisme discursif pour défendre la liberté académique parce que, soudainement, des étudiants ne voulaient plus que ce mot en haine soit utilisé à des fins pédagogiques en classe. Et donc, ça fait tout un débat. On va sortir quelques articles là-dessus, donc je vais vous inviter à les lire. Mais ce qui a amené, finalement, à la construction d'une cartographie interactive, on s'est demandé quels sont les discours. Bon, c'est pas très efficace, hein, mon PowerPoint. Quels sont les discours sur la science, les savoirs et la liberté académique qui couvrent autant la recherche, la diffusion, l'enseignement par les institutions du savoir de tous les ordres d'enseignement, que ce soit primaire, secondaire, collégial et universitaire. Et on a, je ne vois pas, en fait, on a fait un portrait, donc une espèce de plateforme, en fait, composé de 6 volets qui n'apparaissent pas ici parce que c'est en construction, mais qui visent à mesurer à la fois l'ampleur, les formes, les discours et les débats sur les affaires liées à la liberté académique. Donc, tous les volets, les 6 volets, c'est les encadrements juridiques, les lois et les politiques qui protègent ou qui restreignent et menacent à tous les ordres d'enseignement, dont la volet discours normatif. Les débats et affaires médiatisés, les médias traditionnels, les discours journalistiques et d'opinion et les discours politiques à travers les médias, les affaires judiciarisées, donc en matière de droit de la personne, droit civil, droit pénal, droit du travail, donc les discours, disons, prescriptifs, les affaires traitées par les syndicats, hormis les jugements en droit du travail, donc il y a un portrait qui va être fait de ça, et Michel Lacroix travaille là-dessus, portrait de ce qui se dit dans les réseaux sociaux, si on n'a pas encore envisagé la façon, on n'a pas encore défini la façon dont on allait le présenter, mais est-ce que c'est des discours de groupes populistes ou des théories du complot qui se propagent? Donc, les questions qu'on se pose, c'est comment parle-t-on de la liberté académique, des savoirs et de la science, et quels sont les angles d'interprétation et les cadrages, les thèmes récurrents, les positionnements qu'on retrouve dans ces 6 volets, les problèmes en cause, les attaques ou menaces, les acteurs et leurs méthodes ou stratégies, quels liens font-ils avec d'autres débats ou événements, ce qui fait polémique, l'ampleur et l'évolution dans le temps, des critères d'analyse spécifiques à chaque volet, des rapports synthèse aussi qui montrent un peu, qui fait la synthèse annuellement finalement de comment les médias ont couvert, comment Bon, et donc voilà, donc l'idée c'est évidemment de faire ressortir ce qui relève de la guerre culturelle et idéologique, des partis, des mouvements extrémistes, de l'autoritarisme des États, etc., et qui font de la simple délégitimation dans l'espace public ou du dénigrement récurrent des universitaires par des chroniqueurs, des procédés médiatiques, des logiques de financement, etc. Et donc, on a ici, là, j'ai pas mis sur mais on a des situations, et donc ici, on a mis affaires médiatisées, affaires judiciarisées, etc. Et on a des fiches qui apparaissent, donc si on zoome, on voit les universités, les endroits où les affaires sont ciblées. Et on a évidemment un projet de carte donc on a des fiches pour chacune des affaires, avec une méthodologie aussi, un peu différente. Donc, pour chacune des affaires, on a, par exemple, sur les affaires judiciarisées, on a un portrait
du domaine du droit, du tribunal, du niveau d'instance, des acteurs, des plaignants, des mises en cause, un portrait des problèmes qui ont été soulevés, des décisions, des faits juridiques. Donc, ça nous renseigne sur ces éléments-là parce qu'on voulait savoir justement à quel point ce qui était médiatisé et ce qui était judiciarisé pouvait correspondre ou pas. Est-ce qu'on retrouve les mêmes problèmes? Pourquoi certains sont médiatisés ou pas? Et ce qu'on se rend compte assez rapidement, bon, je sens la pression. Ce qu'on se rend compte assez rapidement, c'est que en faisant nos scénarios de recherche avec des bases de données sur Eureka, etc., on se rend compte que, en comparant des termes, d'abord, on a commencé par des thèmes liberté académique, etc., et le terme woke ou wokisme est celui qui ressort le plus. Et donc, lorsqu'on parle et qu'on l'associe à liberté académique, ça ressort davantage. Et ce thème-là a commencé à prendre de l'ampleur à partir de 2016, donc on a reculé jusqu'en 2015, et c'est vraiment au Québec, le terme a pris de l'ampleur avec le temps. On le voit, c'est en mauve, là. Et donc, on voit à quel point ce terme-là est rentré dans l'univers médiatique et populaire, et particulièrement dans les journaux plus populaires, notamment Journal de Québec, Journal de Montréal. Donc ça, c'est intéressant de comparer. Par la suite, on est allé cibler par des méthodologies là, sur d'autres mots-clés, notamment sur chacune des affaires, là, le mot en N en particulier, lieutenant Duval, les 3 événements qui ont entouré ces polémiques-là. Et on s'est retrouvé avec des milliers et des milliers d'articles. Et ce qui est intéressant, par exemple, pour liberté académique, ben là, on voit qu'il y a plus de chroniqueurs qui se prononcent, par exemple, au Québec qu'au Canada. Quelles sont les affaires qui ont le plus animé le débat au Canada? Mais c'est plus les affaires Andrew Potter. Donc, il y a des différences aussi d'une province à l'autre. Andrew Potter versus le mot, le N-word, qui était à l'Université d'Ottawa, mais plus de 30% des articles ou des textes d'opinion portaient sur l'affaire Lieutenant Duval. Donc, ça permet d'avoir un regard, finalement, qui montre que la question du wokisme, parce que si on prend les types de problèmes selon toutes les affaires, on voit que la question de la gauche du wokisme, c'est la menace la plus importante selon les journalistes. Et ça, c'est vrai autant au Québec qu'au Canada, dans la presse anglophone. On a plus d'une quinzaine d'articles, de journaux, en fait, qui ont été recensés. Et ce qui ressort, donc, effectivement, c'est que le wokisme à l'université, le climat de rectitude politique, etc., c'est ce qui a fait plus les manchettes, et c'est pas du tout ce qui fait les enjeux juridiques ne se retrouvent pas du tout dans cet ordre-là. Et pourquoi ça a été ça a occupé le plus l'espace public, c'est beaucoup en raison de l'instrumentalisation politique de ces enjeux-là. Dans le cas du mot en haine, le mot en haine, d'une certaine façon, la liberté académique était menacée par des plaignants qui disaient on peut pas utiliser le mot, mais ça a été beaucoup instrumentalisé par le gouvernement en place pour dénoncer cette political correctness. Lorsqu'il y a des ingérences politiques, parce que dans la dernière année, là, on a vu une augmentation en 2024, notamment des affaires, et c'est beaucoup des ingérences politiques de la ministre Derry, en particulier au Québec, qui voulait interdire des cours sur la Palestine dans des cégeps, qui voulaient interdire les campus, les campements sur les campus Israël, etc. Et donc, il n'y a pas eu d'instrumentalisation politique par le pouvoir pour défendre la liberté académique dans ces situations-là. C'est assez paradoxal parce que le gouvernement a fait adopter cette loi-là, mais ne défend pas la liberté académique dans tous les sens du terme, sauf quand 2-3 étudiants woke se plaignent finalement et ils en ont fait une histoire nationale. Donc, conclusion, je suis allée très rapidement, je suis vraiment désolée. La conclusion, on met à jour régulièrement, évidemment, cette plateforme. On va avoir un autre débat. Je suis sûre que la question woke va prendre une autre dimension avec
2024 et 2025 parce que l'effet Trump va être très, très important. Et la dénonciation est tellement forte au Canada, au Québec. Il y a une résistance très, très forte des universités, mais aussi dans les médias eux-mêmes contre les formes d'autoritarisme en émergence. Et donc, on risque de voir au niveau du discours médiatique un changement important dans les cadrages et la rhétorique. Cela dit, comme je disais, il y a une instrumentalisation politique, mais les menaces les plus importantes, comme la désinformation, les fake news et l'ingérence politique ou économique, interpellent les gouvernements pour protéger les droits fondamentaux. Le droit à l'éducation fait aussi partie de la liberté académique et du droit à la science. Et donc, une piste pour une plus grande protection, c'est la reconnaissance constitutionnelle de la science comme bien public commun. Et là, je pense que, je ne sais pas si mon collègue Pierre Bossé est ici, qui travaille là-dessus avec nous à la chaire, et de la liberté scientifique comme un droit autonome dans les chartes des droits. Ça se discute. Je sais que les juristes ne sont pas d'accord tous avec ça, mais il y a quand même des enjeux de reconnaissance fondamentale de la contribution de la science comme un bien public qui sert la société et les intérêts de la société, mais aussi comme protégeant ou articulant un ensemble de droits, droit à l'éducation, droit à une information juste, droit, etc. Bon, il y a plusieurs... je vais arrêter. Merci.